Merci Maître Tricot, Maître Dominique pour cette intervention. Donc maintenant on ouvre le débat tout en saluant bien sûr les présents. Comme l'a dit Dominique, il y a Maître Xavier Keita qui nous a rejoint. J'ai vu aussi tout à l'heure la secrétaire de l'instance nationale pour la prévention de la torture, qui était présente. Malheureusement, elle est partie parce qu'elle a un cours d'italien, elle m'a dit. Bon, elle a une obligation de réserve, donc elle a été présente discrètement. Elle a assisté un peu, a entendu un peu les interventions. Je salue aussi le maître, notre confrère Abdouhab Matar, donc le ministre, l'ancien ministre, et notre confrère, qui est présent depuis, et tous les autres, bien sûr, tous les autres présents. Je donne la parole. Qui veut prendre la parole? Donc, il se manifeste. Si je peux me Bonjour. permettre, Maître Kilani, Oui, allez-y, maître, oui. c'est simplement pour rebondir sur ce qu'a dit Maître Tricot et appuyer sous plusieurs aspects ce qui a été dit, notamment sur le manque de volonté politique. Alors nous, on s'accorde absolument avec ce que vous avez dit, voire même pire. Des ingérences du politique sur le judiciaire, hein. Ça s'est vu en Suisse aussi à plusieurs reprises, malheureusement. Euh, donc ça montre, et comme vous avez conclu, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Écoutez, maître Mestre, à la fin vous aurez chacun 3 à 4 minutes pour conclure. Très bien. Si vous permettez, on laisse la parole pour allez-y, maître Shkoun Hazidou. Oui, Allez-y. bonjour, bonjour tout le monde. Vous Bonjour. m'entendez? Oui, Oui, merci. C'est Xavier Jean qui t'a. oui, bonsoir, maître. Vous êtes le Bonsoir, bienvenu. monsieur le bâtonnier, ministre et ambassadeur, et merci pour cette organisation. Je Merci vous en prie. aux brillants intervenants sur leur sujet. Chacun était dans son couloir et c'était très pragmatique et percutant. Je voudrais juste, puisque il a été évoqué mon expérience auprès de la Cour pénale internationale, que je fréquente encore par ailleurs, c'était de dire que, puisqu'on parle de Tunisie, que la Tunisie, a rejoint la CPI en juin 2011 et qu'elle était le 116e État membre sur 125 aujourd'hui. Je voudrais dire également que le traité de Rome, son article 7, prévoit que la torture est un des éléments de crimes contre l'humanité ou autres, en tout cas, qui peuvent être utilisés à titre principal ou accessoire. Il est important aussi à titre informatif, de signaler que la CPI en 2017, par un échange de lettres, a conclu un accord avec le Comité européen pour la prévention contre la torture, à savoir que tout État partie qui signe un accord avec la Cour pénale internationale pour que les condamnés par la CPI puissent y exercer ou exécuter, par exemple, leur condamnation, le comité européen peut assister l'État hôte, si on peut employer ce mot, puisque c'est l'État hôte qui a la responsabilité sous sa loi de recevoir ce condamné. Par contre, il est possible pour ce comité de vérifier sous le contrôle de la présidence de la Cour pénale
que la condamnation est exercée dans des conditions qui respectent l'absence de toute torture. Donc, c'est important à signaler. Dominique Tricot vous a rappelé tout à l'heure que la compétence de la Cour mettait comme principe en avant la complémentarité. Donc, cette Cour est souvent critiquée par les Africains notamment, les États africains, mais dès l'instant où ce sont souvent des États membres d'ailleurs, ces États, lorsqu'ils sont concernés, ont la priorité pour enquêter et poursuivre. Donc, ils sont les plus malvenus pour critiquer la CPI. Je voudrais, pour terminer, faire un petit clin d'œil à Monsieur Mestre et lui demander en quoi il pouvait considérer que la CPI était moins juste que les États, puisque vous avez dit, Monsieur Mestre, qu'au lieu de saisir la CPI, c'était plus confortable d'être dans le cadre de la compétence universelle et ça donnait des procédures, en tout cas, plus justes. Dès l'instant où la CPI prône la, le- la domestication du statut de Rome par tous ses États membres, et donc elle y prévoit la torture. Ensuite, qu'elle met en avant et comme prioritaire la complémentarité, ce qui n'exclut pas, même pour ces États membres, d'exercer la compétence universelle. Comment pouvez-vous dire qu'il est plus juste que d'avoir recours à la CPI? Je trouve que c'est un peu injuste. Voilà. Mais c'est un clin d'œil sympathique. Je vous remercie pour cette parole. Je me permets de Merci, rebondir. merci, Maître Keïta. Donc, qui veut encore prendre la parole parmi les participants? Et Alors, bon anniversaire à mon jumeau. je réponds volontiers à Maître Keïta. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Oui, oui, alors simplement pour dire qu'effectivement, c'est peut-être une erreur de langage. L'idée, c'était de dire, de mettre en avant tout de même, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que la CPI est une grosse machine qui met du temps à se mettre en œuvre et qui peut-être a démontré certaines faiblesses dans le sens où on a abouti à peu de condamnations sur les années d'existence de la CPI. Et l'idée, c'était simplement de dire peut-être que le justiciable aura plus tendance à l'avenir à se diriger sur la compétence universelle. Mais effectivement, la question de justice juste n'était pas très appropriée. Dont acte, mais une cour pénale internationale n'a pas vocation à condamner. C'est une cour. Elle acquitte, elle condamne, elle abandonne les charges et elle est dans son rôle. C'est ça la justice. Merci, merci, Maître Keïta. Merci. Écoutez, vous, si vous permettez, parce que moi, je pensais qu'il va y avoir des interventions donc de Tunis, de confrères tunisiens. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, il y a la peur. Le système a réussi à imposer la peur, même chez les avocats. Je le dis en toute franchise et avec beaucoup de regrets. Moi, je veux évoquer deux choses dans que normalement aurait dû, et je me suis mis d'accord avec les confrères tunisiens pour qu'ils en parlent. Vous savez, nous avons instauré en Tunisie le système de la justice transitionnelle après la Révolution. Et vous savez que la loi sur la justice transitionnelle avait créé une instance qui s'appelle instance vérité et dignité, qui a procédé à l'instruction des dossiers, donc notamment les dossiers
de torture et d'atteinte aux droits de l'homme donc commis pendant la période de Bourguiba et de Ben Ali. Et donc il y avait entre autres au moins 200 dossiers qui ont été transmis par l'instance en 2018 aux chambres spéciales qui ont été créées spécialement pour juger de ces crimes, donc des crimes de torture et autres. Donc, il se trouve aujourd'hui que ces chambres-là, pratiquement, n'ont avancé en rien. C'est-à-dire que ils ont reçu près de 200 dossiers, plus exactement 205 dossiers, dont entre autres des dossiers donc, relatifs à des crimes de torture. Et donc, il se trouve qu'ils font de surplace, donc la cour, les chambres siègent, il y a 13 chambres donc, qui siègent sur ces questions-là, les questions de violation de droits de l'homme, et les affaires sont renvoyées, donc à chaque audience renvoyée pour tel motif, absence de quorum dans la composition de la cour, n'importe quoi. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a six victimes de torture. Donc, plutôt leur famille, parce qu'ils sont morts, la plupart sont morts sous la torture. Donc, ces 6 victimes, c'est Rached Jaïden, Mohamed Qusay Jaibi, Sahnoun El-Jouri, Rached Chamakhi, Nabil Barakati, Faisal Barakati. Donc, 6. Donc, on saisit puisque les voies de recours n'ont pas marché, la Cour refuse de juger et donc dans un délai raisonnable. Donc ils ont saisi le comité des droits de l'homme auprès de l'ONU. Donc pour vous dire combien l'État tunisien aujourd'hui ne respecte pas ses engagements non seulement les engagements internationaux, mais aussi les engagements qui sont portés dans la législation interne, puisqu'on s'est mis d'accord pour faire la justice transitionnelle et le Parlement a fait une loi sur la justice transitionnelle justement pour tourner la page du passé. Malheureusement, on en est toujours là. Ça, c'est la première remarque sur ce qui se passe en Tunisie. La deuxième remarque, vous savez, Maître François Gontier, vous avez été saisi d'un dossier dernièrement avant votre président, donc qui a été traité par l'ancienne direction, donc celui de notre confrère Nourdine Bhiri. Nourdine Bhiri, qui est ancien ministre, qui est avocat, ancien ministre, un dirigeant donc, du parti Nahda, et qui a été arrêté au mois de février 2013. Il a été violenté, il a subi des violences et il a été passé, il est passé devant un juge d'instruction pour chef d'accusation de complot contre la sûreté de l'État pour avoir simplement, soi-disant, écrit comment dirais-je, un texte sur la page, une page Facebook qui s'avère n'est pas sa page. Et donc, il est passé devant un juge d'instruction. J'étais présent à l'instruction. Il était, c'est dire, abattu, totalement abattu, puisque les violences qu'il a subies lui ont causé une fracture au niveau de l'épaule. Et donc, on avait demandé au juge d'instruction de reporter l'interrogatoire de Maître Bhiri. Malheureusement, malgré qu'il avait constaté les blessures subies par Maître Bhiri et qu'il a consigné sur le PV, eh ben, il a décerné à son encontre un mandat de dépôt à la prison civile de Mournaguia. Et le comble dans tout cela, c'est que la direction de la prison avait refusé de réceptionner
Maître Bhiri, parce qu'ils ont constaté qu'il était dans un état lamentable, dans l'état de santé lamentable. Ils l'ont envoyé donc directement à l'hôpital. Là, il avait subi une opération donc de 3 heures, parce que comme je vous l'ai dit, c'est avéré que il a eu une fracture de l'épaule. Et en même temps, les avocats de M. Bhiri ont saisi l'instance, qui est l'instance nationale pour la prévention de la torture, c'est-à-dire juste au moment de son arrestation, laquelle instance avait fait un rapport qui était accablant, donc qui atteste et qui donc déclare que effectivement M. Bhiri avait subi des violences graves et que donc les responsables devraient être poursuivis. Et donc, entre-temps, la procédure avait continué puisque la chambre d'accusation avait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui avait décidé de traduire M. Bhiri devant la chambre criminelle près du tribunal de première instance. Et M. Bhiri a comparu dernièrement devant cette chambre criminelle et les avocats ont demandé le renvoi et ont soutenu le fait que leur client était victime de torture et qu'il fallait renvoyer l'affaire pour attendre l'issue de la plainte pour torture qu'il avait déposée. Et malheureusement, le tribunal avait au début accepté, donc il avait fait un renvoi, et puis après, l'audience d'après a rejeté de nouveau la demande de renvoi et avait, ce qui avait provoqué d'ailleurs comment dirais-je, à ce que les avocats ont quitté l'audience et M. Bhiri a été condamné à 10 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État. Donc ça, c'est une affaire, comme je vous l'ai dit, Maître François Cantier, pour laquelle était parti pour observation Maître Rivière, Xavier Jukovic, c'est ça, Jukovic Rivière, et Maître Bagar, donc, qui était à l'époque donc, le co-président d'Avocats sans frontières. Et à mon avis, c'est un dossier très intéressant, entre guillemets, qu'on doit suivre. Donc, vous avez déjà un exemple, Maître Dominique Tricot et Maître Keita, que vous me réclamez les dossiers des confrères. Donc, vous avez à peu près une idée sur un des dossiers, là, le dossier de Bhiri, qui est aussi poursuivi dans l'autre affaire, la grosse affaire de sûreté de complot contre la sûreté de l'État, dans laquelle sont impliqués sept confrères. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. C'est une simple information que je vous transmets pour vous mettre un peu au courant de ce qui se passe en Tunisie. Voilà. Qui veut prendre la parole maintenant? Ben, je propose que chacun de vous, Maître François Cantier, Maître Dominique Tricot et Maître euh, 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 Benoît, Mestre, vous prenez la parole pour conclure un peu cette conférence et voir les perspectives d'avenir, qu'est-ce qu'on peut avoir comme perspective pour l'avenir et comment continuer surtout à encadrer les jeunes avocats et surtout leur apporter la confiance nécessaire. Comme je vous le dis, moi je suis un peu surpris de l'absence de plusieurs et je comprends, je comprends, c'est une période vraiment très difficile que nous sommes en train de traverser et donc je comprends l'attitude de certains confrères qui n'ont pas répondu à cet appel. Voilà. Maître François Cantier, vous avez la parole.
Micro. On vous entend. Oui, allez-y, allez-y. Vous êtes sur mute, ouais. Je crois il vous faut encore enclencher le micro. Il est... Allez-y. Là, c'est bon? Oui, Vous m'entendez? Bon, parce que... Ok, non, je vous disais que je vais me préoccuper de l'affaire dont vous venez de parler. N'ayez crainte, Avocats sans frontières, les changements de présidence n'entraînent pas de rupture dans le suivi des affaires. Simplement, je ne peux pas vous répondre précisément parce que je n'ai pas, je suis pas suffisamment au courant. Mais je m'en préoccupe dès tout à l'heure. Non, moi, ce que je retire de cet épisode, de cette conférence formation. Bon, oui, comme vous, hein, je regrette qu'il n'y ait pas eu davantage de... Alors, je ne sais pas combien il y a de présents, parce que là où nous sommes, nous n'avons pas nous ne savons pas qui est présent, à part, à mon avis, Xavier Jean Keita, euh, qui est présent à cette conférence. Est-ce qu'il y a des confrères tunisiens qui y étaient et qui n'ont pas, comme vous le dites, pris un peu par la peur, n'ont pas osé se manifester, poser des questions, ou bien s'ils ne sont pas venus? Mais bon, je regrette comme vous que nous ne les ayons pas entendus, puisque c'est à eux essentiellement que nous nous adressions. Bon, après, ensuite, bon, ce que je pense on peut retirer, c'est que euh, dans ce domaine-là, le combat contre la torture, il y a des individus, des avocats et d'autres personnes et des organisations qui participent à ce combat. Le problème, c'est que souvent, dans la société civile, nous avons tous peu de moyens et notamment, nous avons parfois du mal à nous coordonner, mais avec les moyens modernes de communication, nous savons parfaitement. Moi, je reçois Trial ou Trial depuis des années. Bon, je connais Philippe Brandt et les dirigeants. Bon, nous savons ce qu'on fait. Comme la CIB, je suis un membre de la CIB à titre personnel et avec Avocats sans frontières. Donc, euh, il y a une collaboration, sinon une coordination parfaite. Mais ce que je retiens, c'est que la profession d'avocat et ces organisations, les organisations de défense des droits de l'homme, doivent aujourd'hui, plus qu'hier encore, se resserrer parce que tout ce qui se passe au niveau international n'est porteur que de mauvaises nouvelles, hein. D'autant qu'elle a fort à faire. Nous, par exemple, on travaille à l'heure actuelle sur la Syrie. Alors là, les cas de torture en Syrie, bon, c'est déjà documenté. Bon, nous sommes en contact avec une organisation syrienne et des confrères pour voir ce qui peut être fait pour la défense des victimes du régime déchu, dont le travail est immense. Et souvent, dans ce monde-là, on pense à, à une compétition. Et je dis toujours, mais si tous les défenseurs des droits de l'homme s'unissaient, on pourrait à peu près répondre à un milliardième des besoins qui existent au niveau international. Bon, nous sommes aussi sur l'Ukraine, avec la défense notamment des femmes victimes de violences sexuelles. Malheureusement, le monde nous offre aujourd'hui, offrir n'est pas le mot choisi, combien d'exemples de violations des droits fondamentaux, et notamment de torture. Et j'espère que avec ce séminaire, ben, c'est un point sur sur ce chemin-là. Et merci encore de nous avoir permis d'y participer. Moi, je voudrais vous poser une question, Maître Conti. Est-ce que vous avez une idée sur la loi Magnitsky? La loi Magnitsky, c'est la loi européenne Magnitsky qui avait un peu copié la loi Magnitsky Act, la loi américaine Magnitsky Act. C'est une loi qui a été donc votée par le Parlement européen. Vous m'entendez? Oui, Donc, mais je ne vois pas exactement ce dont vous parlez. Pouvez-vous me préciser la question, s'il vous plaît? c'est la loi Magnitsky européenne. Donc, c'est une loi qui a été votée par le Parlement européen en 2020, donc, pour sanctionner des personnes physiques ou morales, étatiques ou non, qui violent les droits de l'homme. Donc, à l'instar, c'est sur le Magnitsky, c'est un avocat, Sergio
Magnitsky est un avocat russe, donc qui est mort en 2009 en détention provisoire après Mhm. avoir été torturé pour avoir révélé des affaires de corruption impliquant des officiers russes du ministère de l'Intérieur. Et donc, cette loi, donc, elle impose des sanctions donc comme je vous l'ai dit, contre ces personnes physiques ou morales donc, qui violent les droits de l'homme partout dans le monde. Et, et donc, est-ce que vous avez une idée? Parce que moi, j'ai lu ça et je n'ai pas vu le suivi. Après, parce que c'est une loi qui a été votée pour 3 ans, donc en 2020 pour 3 ans. Est-ce que vous avez une idée sur cette loi? Alors, Batelier, pardon, mais le terme de loi au niveau européen n'est pas approprié, puisque ça passe pas, le Parlement émet des recommandations, valide des propositions de la Commission européenne, ainsi de suite. Donc, mais moi, le texte auquel vous faites référence, non, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Mais peut-être est-ce En tout cas, une erreur en de tout ma cas, part. Peut-être la loi que, elle est intitulée loi Magnitsky européenne, entre guillemets, Magnitsky européenne. comment vous écrivez, Magris? Magnitsky. Magnitsky. Non, alors peut-être que mes amis. Euh, Oui, allez-y, Dominique, est-ce que tu as une idée sur cette loi? Aucune. Aucune, hein? Voilà. Il prévoit d'appliquer des sanctions financières et des interdictions de visa contre les fonctionnaires russes soupçonnés d'être impliqués dans le décès de l'avocat Sergueï Magnitsky, symbole de la lutte contre la corruption. ouais, mais Voilà. c'est pas européen, c'est les États-Unis qui ont voté cette loi. Oui, c'est Oui, une loi américaine, c'est C'est une pas une loi loi américaine, européenne. pas et européenne. après, le Parlement européen a adopté une loi aussi. Le Parlement européen a adopté une loi similaire en 2020 pour violation grave des droits de Oui, l'homme. c'est un nouveau régime de sanctions contre la violation des droits de l'homme dans le monde. Hein. Le 7 décembre dernier, c'était donc il y a en 2020, l'Union européenne s'est dotée d'une loi Magnitsky permettant de sanctionner des personnes physiques ou morales, éthiques ou non, qui auraient violé les droits de l'homme. Une nouvelle arme qui s'appliquera, quelle que soit leur nationalité ou le pays où elles ont commis leurs exactions, et qui devrait permettre à l'UE de renforcer son poids sur la scène internationale et sa capacité à défendre les droits de l'homme dans le monde. Mais la façon dont ce machin est mis en œuvre, j'en ignore absolument tout, parce que Ouais, comme l'a dit François Contier, la notion de loi en Europe est une drôle de notion. ouais. Non, parce que moi, ce que je vois, c'est que ce sont les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui ont approuvé, c'est ce que tu disais, Dominique, le 7 décembre 2020, un nouveau régime mondial de sanctions de l'Union européenne, valable pour 3 ans. Ça, c'est vous qui le disiez, monsieur le bâtonnier. Non, Euh, j'ai lu ça, oui. Bon, alors là, le manche est un peu loin de la cognée. Concrètement, sur quoi ça a pu aboutir, je ne sais pas. Hein, parce que de toute façon, tout ce qui est régime de sanctions, ça ne peut passer in fine que par les juridictions nationales. Hein. Les Oui, sanctions les sanctions économiques, plutôt ainsi de suite, administratives, les ce sanctions sont les États. plutôt administratives, c'est-à-dire interdire d'accéder au Vous avez territoire, raison. Vous avez raison. interdiction d'accéder au territoire et sanctions financières. C'est-à-dire s'ils ont des comptes ou pas, on leur gèle les comptes, on saisit les comptes, etc. Je pense, hein, c'est ça. Ouais. Et je vois que les sanctions doivent être approuvées à l'unanimité. Non, enfin, moi, nous n'avons pas sur le terrain vu l'effectivité de ces décisions. Qui, encore une fois, vous avez raison, il peut y avoir des sanctions. Alors, sanctions économiques, ça, c'est de la compétence des États. Ça passe pas par le système juridictionnel. Les sanctions
administratives au niveau international aussi. administratif. Mais ensuite, les sanctions personnelles, ça passe obligatoirement par les juridictions. Ouais, d'accord. Eh ben, allô? Allô? On, on t'entend? Oui, oui, donc voilà. Vous n'avez pas quelque chose à ajouter? À Vous qui, n'avez pas à qui s'adresse la question? à tout le monde, hein, qui veut prendre la parole parce qu'il nous reste un peu 4 minutes, 5 minutes. Bon, moi je veux, mais non, je laisse la parole d'abord à Maître Mestre. Écoutez, alors merci pour la parole. Deux mots qui vont dans le sens de ce qu'a dit Maître Cantier. Je crois que ensemble on est plus fort. Oui à la collaboration entre organisations, entre sociétés civiles, qu'elles soient locales, internationales, et puis l'idée de dire que la porte de Trial International sera toujours ouverte à des personnes qui souhaitent initier des procédures lorsque possible, ça me paraît important. Le combat est encore long et c'est qu'ensemble qu'on sera plus fort contre la torture. D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc je crois on Oui, a... si tu me permets un mot de conclusion. Oui, vas-y, Oui, Dominique. ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on comprend, et je voudrais pas finir par une note un peu défaitiste, c'est qu'il y a un discours incantatoire sur la lutte contre la torture des États. Mais chaque fois qu'ils sont au pied du mur et qu'on leur demande de poursuivre des auteurs de torture, il n'y a plus grand monde à l'appel. Et j'ai envie de dire à nos amis tunisiens, ne croyez pas que vous êtes en enfer et nous au paradis. En France, il est à peu près impossible de faire condamner un policier qui torture ou même qui tue quelqu'un. Ça traîne pendant 20 ans et ça n'aboutit nulle part. Donc, l'idée d'une compétence subsidiaire, d'une compétence universelle, qui me permettrait, lorsqu'un gamin a été tué par un policier en France, de saisir une juridiction en Suisse ou ailleurs, permettrait effectivement l'exercice de poursuite. Euh, je pense aussi que si on pouvait changer un mot dans les textes en vigueur, c'est que j'entends que ne pas exiger la présence de l'auteur sur le territoire de l'État poursuivant, ça aboutit à un forum shipping tel que aucun État Oui, ne peut y résister. En revanche, allô? en revanche, si on disait simplement que la présence d'une victime sur le territoire de l'État poursuivant ou de l'État saisi de poursuite pourrait lui C'est ça. donner accès à la compétence universelle, ça permet. Merci, merci. Merci Dominique. On va essayer de conclure parce qu'on n'a plus le temps. Là, je vais donner la parole à Maître Haïfa Chebi, donc qui est la rapporteuse de cette conférence. Donc, vas-y, Haïfa. Merci, maître. Merci, chers confrères. D'abord, je vous remercie pour cette conférence très intéressante, surtout pour nous, On a un de Tunis là. oui, surtout pour nous en ce moment, avocats tunisiens, avec tous les événements qu'on est en train de vivre et de suivre au jour le jour. Moi, la conclusion triste à laquelle je suis arrivée après toutes vos interventions, c'est qu'en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde des avocats et des défenseurs des libertés et des droits de l'homme, et il y a aussi l'autre poids de mesure, et pas des moindres, et c'est la politique, c'est la volonté politique. En entendant Maître Cantier parler de l'affaire de Sarkozy et Kadhafi, in fine, c'est le politique qui a réussi à résoudre l'affaire. Pour Pinochet, il a eu aussi sa porte de sortie.
et aussi bien que pour, comme a évoqué Maître Mestre, pour le général Benamar, bien que par la suite il y a eu des conséquences sur son petit bien-être qu'il est de ne pas pouvoir quitter le territoire tunisien, mais en fin de compte, le général Benamar n'est tombé qu'avec Ben Ali, donc en 2011, bien après 2003. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, on sait que, par exemple, là, on parle de l'affaire où il y a 7 détenus, mais là, c'est des centaines de détenus. C'est des personnes détenues illégalement, injustement, sans procès équitable. Est-ce qu'on peut qualifier ça comme de torture? L'un des détenus m'a dit, chaque jour que je passe ici en prison est une torture, c'est un acte de torture. Mais est-ce que la compétence universelle peut résoudre ça? Est-ce que c'est a priori ou posteriori? Est-ce que c'est une manière de limiter la torture ou de l'empêcher de se produire? Ou par exemple, est-ce que c'est pour guérir les blessures et redonner le droit? Et voilà, c'est ça la question et la conclusion à laquelle je suis arrivée. merci beaucoup, Maître Haïfa. Donc, tu vas nous préparer le rapport, Oui, j'espère. oui, Et puis, on va essayer après de le passer à chaque intervenant pour apporter les observations et les corrections nécessaires. Et puis, on va essayer de le publier. Voilà. Donc, à la fin de cette séance, moi, je voudrais remercier tous les intervenants donc, pour leur discours et leur intervention pertinente. Donc, je crois qu'on a appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses à l'occasion de cette séance. Et j'espère que les choses iront mieux dans l'avenir, aussi bien pour la Tunisie, notre chère Tunisie, que pour les autres pays dans le monde qui subissent toutes sortes de persécutions et de dépassements. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Maître Matar, pour ta présence et à bientôt alors. Voilà, Ouais, merci Yves Atelier. Merci à tout le voilà. monde. Au revoir à tout le monde. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Salut et fraternité. Merci. Courage. Merci. Bon Merci. Merci anniversaire, beaucoup. jumeau. On va essayer de se recontacter pour essayer de discuter beaucoup plus de ça, Maître Contier, plus tard, Oui, Inch'Allah. OK? je m'en occupe tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Allez, au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir, Dominique. Au revoir, Xavier.